Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les titres de l'actualité de ce dimanche. Et si la France lâchait du lest sur le pacte de stabilité, la volonté semble clairement affichée en plein contexte économique exceptionnel. À suivre, les réactions au mini-sommet de l'Elysée, une banque de crédit en difficulté en Allemagne et le portrait du conseiller du président Henri Guénaud. Pour lui, les critères de Maastricht n'ont jamais été la priorité. Le lycée va-t-il changer? Plusieurs pistes sont à l'étude. Résultat, des classes remodelées, de nouvelles filières et certains évoquent même la fin du redoublement. Explication ce soir. À 30 jours de l'élection américaine, nous verrons que Barack Obama caracole en tête des dernières enquêtes d'opinion. Mardi, les deux candidats se retrouveront pour un nouveau face-à-face télévisé. La page sport de ce dimanche avec toutes les images du week-end, le football et la Ligue 1, le prix de l'Arc de Triomphe, mais aussi le sacre d'un jeune Français qui devient champion du monde de moto en 125 cm3. Cinéma, nous irons sur le tournage du prochain film de Jean-Pierre Jeunet. Le réalisateur d'Amélie Poulain travaille actuellement sur une nouvelle fable. Il a choisi Danny Boone pour le rôle principal. Rencontre tout à l'heure. Enfin, c'est le livre le plus mystérieux de la rentrée. On appelle cela un coup d'édition. Flammarion et Grasset se sont réunis pour l'occasion. Le titre Ennemi public, une rencontre littéraire à quatre mains, signée Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy. Ils ne s'aimaient pas avant, qu'en est-il après? Nous leur poserons la question tout à l'heure. Ils sont nos invités ce soir. Merci d'être avec nous. On commence ce soir par la crise et ses conséquences. 24 heures après la tenue du mini-sommet de l'Elysée, la France entend faire subir quelques entorses au pacte de stabilité. Après le président de la République hier, c'est le secrétaire général de l'Elysée, Claude Guéant, qui l'a confirmé. À circonstances exceptionnelles, mesures exceptionnelles, cette souplesse est prévue, reste désormais à en définir l'ampleur. Les autres partenaires européens n'ont peut-être pas la même notion de souplesse que la nôtre. Jean-Paul Chapelle, Mathieu Drejoux. Tous ensemble, ils se sont engagés solennellement à soutenir les banques européennes en difficulté. Chacun de nos pays a ses règles, sa législation, sa culture. Eh bien, chacun a décidé de faire un pas l'un vers l'autre pour présenter un visage cohérent. L'Europe existe et a une volonté. Les 4 plus grands pays d'Europe sont d'accord sur le principe. Coordination pour venir au secours des banques, mais pas question d'un fonds européen commun et unique sur le modèle américain. Angela Merkel s'y est opposée. La leçon à tirer de cette crise financière doit être de demander des comptes aux responsables. Au passage, la chancelière a mis en cause l'Irlande, qui a joué très perso cette semaine. Face à ces circonstances exceptionnelles, la France souhaite plus de souplesse sur les déficits. Le luxembourgeois a été moins accommodant. Pour lui, le pacte de stabilité est à respecter dans son intégralité. Quant à la Banque centrale, elle ne laissera pas déraper l'inflation. Les 320 millions d'Européens qui sont nos concitoyens dans la zone euro aujourd'hui peuvent compter sur nous pour leur assurer la stabilité des prix. Ce sommet à 4 devra être validé à 27. Ce sera l'objet du prochain sommet de Bruxelles. Les leaders ont surtout confirmé leur volonté d'organiser un G8 élargi avant la fin de l'année. Alors voyons maintenant quelles ont été les réactions politiques du jour, réactions à cette crise économique et à la tenue de ce sommet européen. Écoutons Bertrand Delanoë, mais également François Bayrou. Je ne reproche pas au président de la République le fait que c'est difficile de coordonner les Européens. Il s'y est pris tard, il s'y est pris mal, parce qu'il ne leur demande pas leur avis avant, ce qui fait qu'il s'est trouvé dans une situation de blocage avec Mme Merkel. Et je pense que le président de la République a, sur ce point-là, comme sur d'autres, été imprévoyant, brouillon. Mes interrogations sont entières et je n'ai pas trouvé non plus dans les annonces ou les décisions, entre guillemets, prises à la suite du sommet de l'Elysée, des choses extrêmement concrètes. Alors, on le sait, le ralentissement économique fragilise un peu plus la limite de 3% de déficit autorisé pour les pays européens. Et cette semaine, Henri Guénaud, l'un des proches conseillers du président de la République, n'avait pas hésité à déclarer que temporairement, face à la crise, les critères de Maastricht n'étaient pas la priorité des priorités. Un homme d'influence qui dérange parfois. Voici son portrait, il est signé Mickaël Darmon. De lui, Nicolas Sarkozy dit qu'il est un écorché ultra-sensible, un fêlé qui le rassure et l'a fait gagner. Henri Guénaud, le masque et la plume de Nicolas Sarkozy. J'ai changé, parce que les épreuves de la vie m'ont changé. J'ai changé parce que... Pendant la campagne présidentielle, c'est lui qui, nuit et jour, au fil des pages, modèle l'image de l'homme de droite libéral en candidat proche des ouvriers.
Ma France, c'est celle de travailleurs qui ont cru à la gauche de Jaurès et de Blum. Je pense que ça fait très longtemps que la gauche n'a plus parlé des travailleurs, des ouvriers. Ça fait très longtemps qu'elle s'est plus beaucoup préoccupée de l'industrie. C'est pas la France. Encore aujourd'hui, Henri Guénaud est le souffleur de Nicolas Sarkozy. Il murmure au premier rang les paroles des discours au moment où ils sont déclamés. Cette gauche-là, je l'accuse de communautarisme historique. Un parcours atypique à l'image de cet homme brillant et ombrageux, originaire du Sud-Est. Proche de Philippe Séguin, il mène la croisade anti-Maastricht, puis forge l'idée de la fracture sociale pour le candidat Chirac en 1995. Il joue ensuite une forme d'ouverture dans le gouvernement Jospin. Commissaire au plan, il est débarqué avec fracas quand il affirme que 7 millions de Français sont en réalité concernés par le chômage. J'ai eu sans doute le mauvais goût de mettre en évidence la preuve flagrante du plus formidable échec collectif que notre pays ait enregistré depuis bien longtemps. Porteur de ce qu'il appelle la synthèse gaulliste, il est approuvé par les communistes qui l'invitent. En 2006, le pourfendeur de Bruxelles se rapproche d'un Nicolas Sarkozy en quête de rupture. Il retrouve sa liberté de parole pour rassurer les couches populaires qui ont voté non au référendum européen. Auteur du discours de Toulon sur la crise financière, Henri Guénaud cette semaine a plaidé pour un desserrement des contraintes européennes et a lancé une polémique. Guénaud a des idées, il fait les discours du président, il a des idées qui lui sont personnelles. Quand le président nous annoncera sa décision, on verra. Mais pour le moment, ce n'est que l'avis d'un conseiller. Il a plusieurs fois failli claquer la porte de l'Elysée en but aux hauts fonctionnaires de la maison. Mais il reste, dit-il, veille et surveille pour que le président Nicolas Sarkozy n'oublie pas trop les promesses du candidat Sarko. Autre exemple maintenant de la fragilité du monde, direction l'Allemagne où une banque de crédit, non pas une banque de dépôt, est menacée de faillite. On avait cru qu'elle allait être tirée d'affaire grâce à un plan de sauvetage de 35 milliards d'euros. Mais le chiffre est apparu insuffisant et c'est maintenant tout le gouvernement qui tente de trouver une solution. Direction Berlin, bonsoir Jérôme Bonny. Quelle est la situation ce soir? Il y a beaucoup de monde au chevet de cette banque. Oui, pour parler clairement, Laurent, on peut dire que cette banque Hypo Real Estate, qui est une grosse banque effectivement, est entre la vie et la mort. Un consortium de banques allemandes et le gouvernement essaie de lui administrer un traitement de choc, car la survie de cette banque est vitale pour le système financier allemand. En effet, Hypo Real Estate, c'est un acteur clé de l'immobilier de ce pays. C'est une banque qui aide d'autres banques à financer des prêts dans l'immobilier pour des particuliers. Alors évidemment, la disparition, la faillite de cette banque pourrait entraîner, par effet de domino, la faillite d'autres banques allemandes. Et le problème, c'est que les 37 milliards d'euros prévus dans le plan d'urgence pour sauver cette banque ne sont pas suffisants. La chancelière Angela Merkel, qui travaille d'arrache-pied avec le gouvernement pour trouver une solution, ne décolère pas depuis qu'elle a appris que la facture pourrait s'élever à 50 milliards d'ici à la fin de l'année et même atteindre l'année prochaine 100 milliards d'euros. Merci Jérôme. Et comme un retour en arrière depuis quelque temps, une notion refait son apparition, celle de nationalisation. C'est le cas pour la Northern Rock, une banque britannique qui était au bord du gouffre en septembre 2007. Elle était tout simplement la première victime collatérale en Europe des subprimes américains. Aujourd'hui nationalisée, comment se porte la banque? Réponse à Londres avec Maryse Burgot et Axel Charles-Messens. Northern Rock, le nom d'une banque britannique, mais aussi le symbole des faillites bancaires. Pourtant, paradoxalement, ce couple de Londoniens vient d'y déposer toutes ses économies. L'année dernière, il y avait des files d'attente jusqu'au coin de la rue. Les gens disaient tous « Donnez-moi mon argent, donnez-moi mon argent ». C'était en effet en septembre 2007. Des milliers de petits épargnants paniqués se ruaient au guichet pour retirer leur épargne. Le gouvernement décide alors de nationaliser cette banque. Northern Rock appartient donc aujourd'hui à l'État. Ici, il n'y a donc pas de plafond de garantie d'épargne comme dans le privé. Résultat, Northern Rock croule aujourd'hui sous l'argent des particuliers. C'est une garantie à 100%. C'est donc un placement très sécurisé. Maintenant, c'est une banque nationalisée et ça me plaît beaucoup. Je crois d'ailleurs qu'on devrait nationaliser beaucoup plus de banques. Ce n'est pas précisément ce que ces étudiants apprennent dans cette école de business de la City. Nationalisation, un mot à donner des cauchemars à tous leurs professeurs d'économie.
Nous ne voulons pas que la Grande-Bretagne devienne comme l'ex-Union soviétique de Staline, avec une seule banque. Il est très clair que si nous avons trop de banques nationalisées, tout le monde voudra y mettre ses économies. La Grande-Bretagne a perdu ses repères et ne sait plus très bien à quel dieu se vouer. L'or devient d'ailleurs une valeur refuge. Au British Museum, cette statue en or massif représentant le mannequin Kate Moss a d'ailleurs reçu un succès inespéré. Autre solution pour les épargnants britanniques, mettre leurs économies dans les banques irlandaises qui ont ici des succursales. L'Irlande a en effet décidé de garantir l'épargne à 100%. Les autorités britanniques dénoncent d'ailleurs une concurrence déloyale. Autre conséquence de cette crise financière, la moralisation d'un système devenu fou. Le parangon de tout cela, ce sont les parachutes dorés, des sommes astronomiques perçues par des dirigeants à leur départ, même en cas de mauvais résultats. Le président de la République a exigé que le MEDEF lui fasse des propositions en la matière. Ce sera le cas demain. Explication, Françoise Vallée, Annie Truboire. Le jour de sa démission, Axel Miller est applaudi par les salariés de Dexia. Ils ne savent pas encore que le patron de la banque doit toucher 3 700 000 €. Mais en pleine tempête financière, sous la pression du gouvernement français, le dirigeant s'envolera finalement sans parachute doré. Les Golden Parachutes, c'est ainsi que l'on appelle les indemnités de départ négociées dans le contrat en cas de rupture anticipée. L'équivalent de 2 ans de rémunération fixe et variable. Donc plus ou moins 3 000 €, on va dire alors. 3 000 €. 3 millions d'euros, pardon. Donc plus ou moins 3 millions d'euros. Un lapsus révélateur. Les sommes en jeu sont tellement énormes qu'elles sont à peine concevables. Le système des parachutes dorés, qui devait permettre d'attirer les meilleurs, est loin d'avoir fait ses preuves. On a créé une espèce de caste de super élite, autoproclamée pour une large part, et qui bloque en partie l'accès à ce niveau aux gens qui sont au niveau en dessous dans les entreprises, alors que certainement un certain nombre pourraient y monter. En pleine crise, le gouvernement souhaite supprimer les parachutes dorés. Mais juridiquement, cette mesure pourrait remettre en cause les indemnités de tous les salariés. Légiférer, voire interdire, encore une fois, les golden parachutes, c'est-à-dire les indemnités contractuelles, peut avoir une conséquence très désagréable pour les salariés qui ne sont pas patrons des sociétés cotées. Nicolas Sarkozy a demandé au patron de lui faire des propositions d'ici mardi pour encadrer ces pratiques. Dès demain matin, le MEDEF va présenter son code de bonne conduite. Voilà pour le point sur la crise. Ce soir, dans l'actualité également, je vous le disais en titre, la réforme du lycée. L'idée n'est pas nouvelle. On a déjà assisté à des remodelages par le passé, mais cette fois, les changements qui seront proposés paraissent plus profonds. À quoi pourrait ressembler le lycée de demain? Élément de réponse avec Sophie Mézel et Frédéric Bazille. Rien n'est encore officiel. D'ailleurs, au ministère de l'Éducation nationale, on ne parle encore que de pistes de travail. Mais on sait déjà que c'est une grande réforme du lycée qui se profile. En premier lieu, les programmes seront allégés puisque de la seconde à la terminale, il ne devrait plus y avoir que 27 heures de cours au lieu des 28 à 32 actuels. Dès qu'on diminue l'heure encadrée et qu'on augmente donc le temps passé hors de l'école à la maison, on augmente les écarts liés aux conditions sociales des élèves. Certains trouveront un cadre à l'extérieur qui va permettre complètement de les aider dans leur travail scolaire et d'autres pas du tout. Ce sont les secondes qui devraient ouvrir le bal de la réforme dès 2009. Pour elles, l'année sera rythmée par 2 semestres et non plus par 3 trimestres. 60% des matières, lettres, maths, histoire géo, 2 langues vivantes et le sport, y seront enseignés en tronc commun. Le reste sera établi à la carte et par semestre par le lycéen. Le redoublement, qui touche aujourd'hui 15% des élèves, n'existera quasiment plus. De la première à la terminale, ce sont 45% des matières qui seront enseignées en tronc commun. Les maths et l'histoire géo ne feraient pas partie de ce tronc commun, mais seraient de simples options. Le reste des matières serait constitué de modules à la carte. Enfin, les filières S pour scientifique, ES pour économique et social et L pour littéraire devraient disparaître au profit de sections à dominante, moins figées. Quant à la réforme du bac, elle ne serait pas pour tout de suite. Autre projet en cours de discussion, il concerne cette fois les taxis et la SNCF. La compagnie ferroviaire souhaite se porter acquéreur de plusieurs centaines de licences de taxi, tout simplement afin d'améliorer la desserte des gares. Il faut reconnaître que parfois il faut être patient, voire très patient. Reportage Valérie Lerouge, Daniel Petit-Couenneau. Voici où peut se prolonger un voyage en train jusque-là sans encombre, dans les files d'attente des stations de taxi, en particulier à Paris. Des voitures parfois au compte-gouttes,
même aux heures de pointe. Je viens du train de Saint-Jean-de-Luz et on est arrivé à 4h et quelque chose. Et il est Il est 5h20. Nantes, 2 heures pour 400 km. Et là, attente 1 heure. Maintenant, je vais aller place d'Italie. Combien de temps je vais mettre? On attend depuis 1 heure. En Angleterre, c'est maximum 20 minutes. Pour y remédier, la SNCF s'apprête à acheter des taxis à son nom qui pourraient ressembler à ça. Pour commencer, 200 licences sur Paris. Les voitures seraient louées à des chauffeurs, incités à revenir plus souvent vers les gares. Une idée qui les laisse un peu perplexes. C'est la SNCF, c'est la SNCF. Eux, c'est les trains. Nous, c'est les taxis. Donc chacun doit être à sa place. Le prix des licences, entre on va dire 170 et 200 000 euros, ça fait cher pour la SNCF. Après, s'ils peuvent se le permettre, pourquoi pas? Les clients de la SNCF qui veulent se rendre en gare ou en partir pourront appeler un numéro spécifique. Le projet devrait voir le jour début 2009 avec pour la SNCF un double objectif. Il faut qu'il y ait davantage de taxis dans les gares, y compris les gares qui ne sont pas toujours bien alimentées en taxi, y compris les heures où on manque de taxis. Et puis il faut surtout que ces taxis soient écologiques, c'est-à-dire qu'au fond, si on a fait l'effort de prendre le train, c'est-à-dire de prendre un mode neutre pour l'environnement, on a envie que le taxi qu'on trouve soit pas un diesel et plutôt électrique. L'écomobilité, le nouveau credo de la SNCF qui entend multiplier tous les transports écolos, même inattendus. Merci d'être avec nous. À suivre dans un instant. Nous sommes à J-30 de l'élection du futur président américain et Barack Obama serait en train de s'envoler dans les sondages. Que faut-il en penser? La prudence ou pas d'Alain de Chalvron. Après Audrey Tautou, Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur d'Amélie Poulain, a choisi Danny Boone pour être le héros de sa future fable au cinéma. Nous étions dans les coulisses du tournage cette semaine à Paris. Et puis, tous les séparent. Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy ont pourtant choisi d'établir une correspondance, un événement littéraire et une rencontre impossible entre deux ennemis publics. C'est le titre du livre qu'ils nous présenteront ensemble en avant-première sur ce plateau tout à l'heure. Mais avant cela, cette troublante affaire à Valence dans la Drôme, le procureur de la République a demandé ce soir la mise en examen pour homicide volontaire d'un médecin du SAMU, une décision qui fait suite au décès d'une octogénaire, victime d'un malaise cardiaque. Des témoins auraient vu ce médecin avoir des gestes étranges sur la victime. Plus de précisions avec Benoît Gadret et Philippe Fivet. Ses lunettes sont tombées, elle s'est effondrée, on s'est précipité. Une semaine après les faits, la coiffeuse est encore sous le choc. Une de ses clientes âgée de 87 ans a fait un arrêt cardiaque dans son salon. Un médecin de quartier a rapidement prodigué les premiers soins, puis les pompiers et enfin l'équipe du SAMU. À mon avis, il n'y avait plus d'espoir. Ils ont continué à la choquer, à faire des massages cardiaques. Ils étaient très coordonnés avec les pompiers, oui. Aujourd'hui, le médecin du SAMU est mis en cause. Un membre de l'équipe d'intervention aurait fait un signalement. Une enquête a eu lieu au sein de l'hôpital. La justice saisie. On lui reproche, en l'état actuel des choses, d'avoir fait volontairement des actes inappropriés pour sauver quelqu'un lors de son intervention. Ça se passe au salon de coiffure, aux abords du salon de coiffure et dans l'ambulance qui amène le corps au centre hospitalier. Le praticien mis en cause est âgé de 41 ans. Il venait d'intégrer l'équipe du SAMU. Cet après-midi, nous avons pu contacter le médecin de quartier présent pendant l'intervention. Pour lui, le médecin du SAMU n'a commis aucune faute. Ce dernier est actuellement entendu par un juge d'instruction. Il devrait être mis en examen pour homicide volontaire. Le procureur a requis un contrôle judiciaire avec interdiction d'exercer. Nous vous parlions hier d'une fusillade qui a eu lieu en Corse sur les hauteurs d'Ajaccio, fusillade contre 3 jeunes d'origine maghrébine. 2 hommes soupçonnés d'être les auteurs des tirs ont été déférés ce soir au parquet pour menaces de mort et menaces de violence à caractère raciste. En bref, cette information, la garde des Sceaux, Rachida Dati, a annoncé aujourd'hui que l'État indemnisera prochainement les familles des 7 jeunes disparus de Lyon, assassinés par Émile Louis. Indemnisation en raison de la lenteur de la procédure. Hier, le porte-parole de l'association des victimes avait annoncé qu'il avait reçu un courrier du ministère de la Justice lui indiquant un refus d'indemnisation. Rachida Dati a donc infirmé ce soir cette décision sur RTL. Il y a des affaires qui pèsent lourd, tout d'abord en papier, 170 tomes d'instructions, en argent également. Le trafic d'armes de l'Angola Gate est estimé à 790 millions de dollars. Et dès demain, cette affaire qui s'est déroulée entre 1993 et 1998 sera jugée à Paris devant le tribunal correctionnel. Sa particularité également, c'est le casting, entre guillemets, des prévenus. On voit tout cela avec Dominique Verdeillan. Regardez.
Un hôtel particulier comme un autre, avenue Kléber à Paris. Le siège social d'une société, Brinco France. Dans une salle de réunion, une carte, celle de l'Angola. C'est ici que tout aurait commencé. L'Angola en guerre civile a besoin d'armes, des chars, des munitions, des hélicoptères venus de Russie. Un marché de 790 millions de dollars. Une vente illicite selon l'accusation, punie de 10 ans de prison. 2 hommes d'affaires sont en première ligne. Pierre Falcone, déjà condamné 2 fois par la justice, et Arkady Guédamak, réfugié en Israël, candidat à la mairie de Jérusalem. Tous 2 ont la même défense. Le fait de leur reprocher pénalement cela, c'est une construction intellectuelle assez perverse. La France n'avait pas à se mêler d'une affaire totalement légale entre la Russie et l'Angola. Jacques Attali face au juge Philippe Courroy le jour de sa mise en examen. Jean-Christophe Mitterrand est libéré après 21 jours de prison. La caution s'élevait à 5 millions de francs. Le romancier Paul Lousulitzer, le préfet Jean-Charles Marcani, le sénateur Charles Pasqua. Tous ont touché des sommes rondelettes, parfois dans des enveloppes. Ils encourent 5 ans de prison pour des abus de biens sociaux qui s'élèvent à plus de 120 millions d'euros. Il faudra justifier pourquoi ces sommes ont été versées. Quand on achète un appartement à l'une des personnes, c'est assez rare comme mode de rémunération. Quand on va payer les dettes de jeu d'un autre, c'est difficile de dire que c'était dans l'objet social de la société. Le 23 mai dernier, Nicolas Sarkozy, en visite en Angola, annonçait le désir commun des 2 pays de tourner la page des malentendus du passé. Le tribunal, lui, a 5 mois pour juger 42 prévenus. Les Américains viennent d'entrer dans un compte à rebours symbolique. Ils sont à 30 jours de l'élection de leur nouveau président, élection indécise, à moins que l'un des candidats ne se détache vraiment dans les enquêtes d'opinion. Et c'est le cas en ce moment pour Barack Obama. Mais attention, l'histoire veut que les scrutins soient souvent là-bas très serrés. Alain Chalvron, Aaron Diamond. Le 4 novembre, il n'y aura pas un vote aux États-Unis, mais 50. Un par État. Chaque État dispose d'un certain nombre de grands électeurs proportionnellement à sa population. 55 par exemple pour la Californie, 3 pour le Dakota du Sud, bien que cet État ait ciselé dans le roc le profil des plus grands présidents des États-Unis. Le vainqueur dans un État, même d'une seule voix, remporte tous les grands électeurs. À un mois de l'élection, Barack Obama a une avance confortable de 5,7 points en moyenne au niveau national. Mais si on regarde État par État, son avance est plus confortable encore. Le total des États bleus, où il est en tête dans les sondages, représente 353 grands électeurs, 83 de plus que la majorité absolue. Mais voilà, dans cet État, son avance dans les études d'opinion est minime. Ce sont les États en noir qui sont susceptibles de changer de camp. Ils ont tous quelque chose en commun, ils sont traditionnellement républicains. Est-ce à dire alors que la situation de Barack Obama est moins favorable qu'il n'y paraît? Pas vraiment. Il suffirait en effet qu'un État, un seul parmi ces 7 États en noir bascule, le Colorado par exemple, où Barack Obama mène par 4,4 points, pour que le candidat démocrate l'emporte pour de bon. Il ne faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, d'autant qu'il reste une grosse inconnue. Combien de ces électeurs qui disent n'avoir aucun problème à voter pour un noir changeront d'avis dans l'isoloir? Le sport de cette fin de week-end avec beaucoup de résultats. On va parler football avec la fin de la journée de Ligue 1 et Lyon qui chute brutalement à Rennes. Une pouliche française qui remporte le prix de l'Arc de Triomphe et un nouveau champion du monde. C'est de la moto en 125 cm3. Florent Gautreau. Le bourreau avait le sourire. Michael Pagis est donc l'homme qui a fait tomber Lyon pour la première fois de la saison. Les Rennais ont mis 17 minutes pour trouver l'ouverture. C'est le début du festival Pagis. 1-0 à la mi-temps. 56e minute, Pagis remet ça. Et que dire de son 3e but, une frappe splendide de 30 mètres. Première défaite de Lyon cette saison, voilà de quoi relancer un championnat un peu tristounet. Et puis la fièvre verte a eu raison de Monaco. 2 buts de Gomis et Dernis permettent à Saint-Etienne d'engranger sa 3e victoire de la saison. Il a 20 ans, il est français, il est devenu champion du monde en 125 cm3 ce matin en Australie. Mike Dimeglio remporte le Grand Prix et devient le premier français à être sacré dans cette catégorie depuis Arnaud Vincent en 2002.
L'hommage du jockey à sa monture. Christophe Soumillon a bien raison, Zarkava est une championne hors norme. Seule pouliche au départ, elle a dominé tous les mâles dans l'Arc de Triomphe. Une accélération dévastatrice de la pouliche et pas un seul coup de cravache de la part du jockey. Paris n'a pas eu les Jeux, mais a réuni 130 médaillés européens cet après-midi sous la Tour Eiffel et sous la pluie. L'idée, imaginer un jour une équipe d'Europe défilant derrière le drapeau étoilé. Les petits Français, eux, n'avaient Dieu que pour Steve Guénaud, Alain Bernard et Teddy Riner. La page cinéma avec le box-office des sorties de la semaine, mais avant cela, promenons-nous dans les coulisses d'un tournage, celui d'un film déjà attendu, le prochain. Jean-Pierre Jeunet, le réalisateur d'Amélie Poulain, prépare une nouvelle fable avec comme personnage principal Danny Boone, rencontre avec Pascal Deschamps et Arnaud Wüst. Nous n'étions partis qu'avec une adresse en région parisienne et un drôle de titre. Excusez-moi, vous savez où c'est? Le Micmac à Tire-Larigot. Ah oui, c'est par ici. Une porte de studio et nous débarquions dans une antre de ferraille. Le vaisseau d'Alien 4, non. Tire-Larigot, le repère des héros du film. Nous connaissions quelques noms du casting. Aux côtés de Danny Boone, Jean-Pierre Mariel, Yolande Moreau, Dominique Pinon, Julie Ferrier et Omar. Il faut que tu rentres en regardant. Nous étions tombés sur quelques informations égrenées sur Internet, toujours les mêmes, une comédie satirique sur les marchands d'armes. Pour en savoir plus, nous n'étions pas venus les mains vides. Finalement, je raconte toujours la même histoire. C'est généralement l'histoire d'un orphelin qui, comme le petit Pousset, va lutter contre plus fort. Et là, c'est Danny Boone, l'orphelin, qui justement a eu le malheur de recevoir une balle dans la tête et qui va devoir lutter contre les marchands d'armes qui ont provoqué son malheur. Le fait de prendre la balle dans la tête fait que je me retrouve à la rue, quoi. Et puis au moment où je touche le fond, je suis recueilli. Alors, Hamilton, à part des mots, qu'est-ce qu'on a engrangé aujourd'hui? On a 3 pieds de biche, une paire de méduses. Dans ce merveilleux bric-à-brac où cohabitent des centaines d'objets abandonnés et quelques chiffonniers au grand cœur, et partez, on retrouve toute la poésie de Jeunet. Plus bas, mon gars! Tous les jours, il se passe des choses fortes, quoi. Tous les jours, on tourne des choses fortes. Être la matière humaine comme ça de ce génie, quoi, c'est 4 mois de bonheur, ouais. 4 mois de boulot, hein, parce que c'est dur. Le tournage de Micmac à Tire-Larigot va se poursuivre tout l'hiver pour une sortie dans un an seulement. D'ici là, n'en parlez à personne. Et comme chaque dimanche, le classement des films au premier jour de leur sortie cette semaine. En tête, Go Fast, film français, malgré son titre, avec Roche Dizem en policier infiltré dans un réseau de trafic de cannabis, puis Cliente, film de Josiane Balasco, avec notamment Nathalie Baye. Ensuite, Harcelé, film dans lequel Samuel L. Jackson joue le rôle d'un voisin raciste. Et enfin, Appalooza, un retour au western classique avec Viggo Mortensen et René Zellweger. Bon cinéma cette semaine. Voici maintenant une exposition exceptionnelle et inédite. Picasso et les maîtres s'installent à partir de mercredi dans 3 musées parisiens, et cela pour une durée de 4 mois. Des œuvres venues du monde entier qu'il a fallu déplacer. Les coulisses de cette expo, très attendue, avec François-Julien Piednoir et Thomas Donzel. Ouh là là, attention les gars, ne surtout pas trébucher, ne pas éternuer. C'est l'un des derniers chefs-d'œuvre de Picasso qu'il reste à accrocher aujourd'hui. Nous avons pu assister ce matin à un moment rare, privilégié. Un travail de fourmi, la fin de la mise en place de la plus belle exposition du monde. Oui, on peut le dire ainsi, quand on sait que sont réunis au Grand Palais autour de Picasso les grands maîtres qu'il admirait. Manet, Le Titien ou Delacroix, Goya ou Velázquez. Près de 200 tableaux sont arrivés des 4 coins de la planète dans des caisses étanches protégées par un verre spécial. 60 musées ont prêté leur chef-d'œuvre. Celui-ci vient d'arriver ce matin de Moscou par avion. Et les vibrations du voyage ont peut-être endommagé le tableau. On vérifie que rien n'a bougé, on vérifie qu'il n'y a surtout pas de soulèvement de peinture. Et ensuite, on signe ensemble les papiers. Et oui, les fameux papiers d'assurance. 700 000 € ont été déboursés rien que pour assurer toutes les œuvres. Le transport, la logistique, 1 million d'euros. Au total, budget de l'exposition, 4 millions d'euros. Mais le plus compliqué, c'était d'emprunter l'étoile. Pratiquement chaque musée a prêté sa Joconde ou son œuvre phare. Bien évidemment, les prêteurs s'en sont séparés le plus tard possible. Et le résultat est bouleversant. Picasso, le maître du cubisme, n'est pas seulement le maître de la destruction, de la rupture. Il est en fait dans la continuité de ses aînés.
Il dialogue avec eux à travers la peinture. On découvre dans cette exposition que son rôle n'est pas du tout celui d'un destructeur. Picasso n'a pas dit, contrairement aux futuristes ou aux dadaïstes, il faut brûler le Louvre. Picasso a au contraire endossé toute l'histoire de la peinture. Les œuvres aujourd'hui réunies avoisinent au total les 2 milliards d'euros. Mais au fond, peu importe les chiffres, ce serait même vulgaire de s'arrêter à ça. Une exposition historique comme celle-ci, ça n'a pas de prix. Nos invités du dimanche soir maintenant, des visiteurs qui ont su créer l'événement avec une rencontre littéraire inattendue. Certains diront que l'on ne peut que se réjouir du dialogue entre deux érudits, que tout semble opposé en apparence. Une chose les rassemble cependant, ils ont leurs ennemis, souvent détestés, voire calomniés. Michel Houellebecq et Bernard-Henri Lévy ont pris le temps de s'écrire pour tenter enfin de se comprendre. Ils vont nous en parler, mais avant de les retrouver, Daniel Wolfrom nous dresse leur portrait. Voici BHL, Bernard-Henri Lévy. L'un, Flambard, rayonne depuis 30 ans sur le devant de la scène. L'autre, introverti, pessimiste, rase les murs et s'ingénie à déconcerter son public. Il y a des gens qui sont contents que tout ça bouge tout le temps autour d'eux, que c'est un challenge permanent, enfin c'est formidable. Ou il y en a d'autres que ça fait chier, enfin je veux dire, c'est vrai. Depuis 30 ans, l'un se mobilise, prêt à tout engagement. Moi j'étais un internationaliste quand j'étais un jeune homme, je suis encore un internationaliste. Ma mémoire elle est faite de ça, elle est faite de combats, elle est faite de revendications qui vont bien au-delà du cadre national. L'autre, bien désabusé, botte encore en touche. Oui, de temps en temps, quand je m'ennuie dans la conversation, je lance une provocation. Ouais. Mais c'est plutôt l'ennui, quoi. Tout sépare ces deux hommes, à première vue seulement, car un point les rassemble, tous les deux prisonniers de leurs personnages, on en oublie leur roman et leur passion commune pour la littérature. Bonsoir Bernard-Henri Lévy, bonsoir Michel Houellebecq, merci d'être avec nous ce soir. D'abord Bernard-Henri Lévy, qu'est-ce qui vous a poussé à lancer cette correspondance? C'est vous qui avez eu l'idée au départ ou Michel Houellebecq? Je crois que c'est vous. C'est vous. Vous vous souvenez plus? C'est vous, je ne sais plus. Non, mais je crois que c'est vous l'idée. Oui. Ouais. Mais je crois que le vrai mystère d'une correspondance, c'est pas tellement qui la commence, mais c'est pourquoi elle se continue. Parce qu'une correspondance, au fond, ça peut s'arrêter très vite. Il y a des conditions, il y a pas mal de conditions. Hein. Vous avez mis des conditions? Ah non, il y a des conditions pour que ça réussisse. Il faut quand même une estime mutuelle pour les écrits de l'un et de l'autre. De l'estime mutuelle? Oui. Et il faut des points de désaccord suffisamment sérieux. Et envie d'en savoir plus? Oui. Et il faut quand même des points d'accord. Et il y a aussi l'idée, on a en commun que l'idée que l'image qu'on a n'est pas ce qu'on est, quoi. Il y a une distorsion d'image. Et est-ce qu'il a fallu un petit peu de temps pour que les masques tombent un petit peu? Oui. L'écriture, comme ça, est venue assez rapidement ou il a fallu un peu de temps? Non, il y a une hésitation au début. Il y a Oui, moi, je sais pas. Je crois que ce livre, c'est presque comme un roman, quoi. C'est-à-dire que il a vraiment un parcours, une ligne. Au début, il y a plus qu'une hésitation, il y a un peu de méfiance. On se connaît à peine, en vérité. On se connaît à peine, on s'est lu l'un l'autre. Donc il y a une méfiance, et puis après il y a le sentiment, me semble-t-il, chez l'un et chez l'autre, qu'il est en train de se passer quelque chose. Moi en tout cas, et je crois que c'est vrai de Michel, on dit des choses dans ce miroir comme ça de la correspondance qu'on n'avait jamais dites. Michel Houellebecq disait que vous étiez deux individus méprisables. Ça veut dire quoi, deux individus méprisables? Oui, dans la première lettre, je dis qu'on a une espèce de caricature qui est... C'est quoi l'image que vous aviez de Bernard-Henri Lévy avant peut-être cette correspondance caricaturale comme... Mais bon, comme je suis moi-même dans la notoriété, je sais que suffisamment, Bernard-Henri Lévy, c'est un riche qui fait semblant de s'intéresser aux pauvres pour se faire de la pub, c'est les chemises blanches et tout ça. Bon, je savais que ça arrive souvent que les gens soient très différents et opposés de leur image. Mais je le savais, parce que moi-même, ça m'est arrivé de voir se développer une image qui n'était pas du tout ce que j'étais. Donc j'avais envie d'en savoir plus. Bon, en plus, j'aime bien ces livres, quoi. Là, vous parlez, il y a quand même eu une animosité à un moment donné entre vous deux. Non, aucune. Non, animosité, jamais. Non. Moi, de mon côté, la même chose. J'avais du respect pour l'œuvre de Michel, qui est un des romanciers les plus importants d'aujourd'hui.
Et puis il y avait un cliché, le méchant homme nihiliste, ennemi du genre humain, cynique et misogyne, et je savais que ce cliché était selon toute vraisemblance absurde. Donc voilà, alors quand il y a un cliché, quand il y a un amour commun, en l'occurrence pour la littérature, et quand il y a cette espèce de rencontre miraculeuse qui se passe au fil des lettres, parce qu'on a écrit ce livre, on a, enfin, moi, sur combien de temps? Sur 6 mois. Moi en tout cas je n'ai rien fait d'autre pendant ces 6 mois, je crois Michel non plus. Ça s'est mis en travers en tout cas de nos projets. J'ai rien écrit d'autre en tout cas. Voilà, ouais. C'est ça que je veux dire. Et il s'est passé vraiment des choses. Je crois que nous sommes revenus aux uns et aux autres, à l'un et à l'autre, sur nos vies, sur nos familles, sur des souvenirs très anciens, des choses dont on ne savait même pas qu'elles étaient là. Est-ce qu'à un moment donné, il y a un moment de vouloir séduire l'autre, essayer de capter des choses? Oui? Non? On essaye de... Il y a un moment de lutte quand même, on essaye d'avoir raison sur l'autre. C'est une joute aussi intellectuelle? C'est tenter d'imposer sa pensée? Il y a un peu de ça par moment. C'est pas vraiment imposer sa pensée, mais on voit nos références, on voit les différences de nos références intellectuelles, de ce qui nous a frappé. Et vous avez été convaincu par certaines thèses, certains propos avancés par Bernard-Henri Lévy ou pas? Ah oui, ça se voit dans le livre, hein, par moment. Je me mets à faire des déclarations engagées, enfin, sur le Tibet par exemple, alors que j'avais juré de jamais m'engager pour quoi que ce soit. Donc non, par moment... Alors c'est un livre pour vous, deux, c'est un livre pour le public. En quoi c'est un livre pour le public? Vous pouvez nous l'expliquer pour que les gens aient envie d'aller plus loin, de vous connaître mieux, d'en savoir plus? Ça c'est très difficile je crois qu'on se demande jamais, enfin moi je me suis jamais demandé pour aucun de mes livres en quoi il était pour le public. Je sais pas, moi en tout cas lecteur de Houellebecq, je sais que ce qu'il dit là, je parle de lui, sur sa tentation chrétienne à l'adolescence, sur la vérité de ses rapports avec son père et sa mère, sur sa formation intellectuelle, sur Pascal ou sur son chien, je crois que ça, les gens qui aiment Houellebecq le découvriront et seront passionnés. Il y a peut-être l'équivalent dans mon cas, voilà. Vous savez ce qu'on va dire, vous connaissez... sur votre père. Bon, peut-être vous avez jamais autant parlé de Romain Gary, enfin des auteurs qu'on comptait pour vous. La correspondance est... On se sent très libre. À un moment donné, on a envie de s'étaler sur un auteur donné. Bon, on a un gros point commun, c'est Baudelaire. Il y en a d'autres. On se trouve un point commun qui est Aragon... Et c'est une occasion de revenir sur tout ce qui nous a marqué comme écrivain dans nos lectures, quoi. Et puis vous aviez en commun des ennemis, beaucoup d'ennemis. Il y a même des moments, attendez, parce que les ennemis, c'est pas... Il y a des moments miraculeux, par exemple, enfin pour moi, en tout cas, parce qu'on s'est très peu parlé finalement. Quand j'écris une lettre à Michel où je raconte une rencontre avec Aragon il y a 30 ans, et je pense que ça n'intéresse que moi. Et quand je vois que ça l'intéresse, quand je vois que ce portrait que je brosse d'Aragon lui dit quelque chose, je suis tellement heureux, je suis ému aux larmes de voir que ça lui parle aussi, et que ce souvenir qui est le mien pourrait être le sien, en tout cas qu'on le partage. Donc c'est ça les moments de bonheur d'une correspondance. Quand il me dit par exemple sur le judaïsme, sujet sur lequel vous n'avez pas tellement réfléchi, voilà, il me dit des choses aussi qui me font plaisir, parce que j'ai l'impression que la correspondance avance. Et inversement, Michel me dit des choses qui moi-même me troublent beaucoup sur des sujets très importants. Et finalement, il y a une vraie proximité? Oui, il y a des... Beaucoup de ponts qui sont créés? Oui, plus... Enfin, il y a deux choses qui me paraissent... chacun, de notre manière, on retrace une espèce d'histoire de la France depuis 2 générations. Différentes et complémentaires, selon vous? Oui. Parce qu'on n'a pas eu les mêmes parcours, les mêmes parents, les mêmes grands-parents. Mais je trouve que ça retrace une histoire de ce qui s'est passé en France. Bah écoutez, en tout cas, merci, messieurs, d'être venus sur ce plateau. Je rappelle le titre de votre ouvrage, votre conversation, Ennemi public, chez Flammarion et Grasset, 2 maisons d'édition qui se réunissent pour la sortie de ce livre. Un joli coup, marketing également, en tout cas. Je précise que vous serez tous les deux dans l'émission Café littéraire de Daniel Piccoli, vendredi prochain sur France 2. Avant de refermer le journal, je vous rappelle ce soir un rendez-vous à venir. C'est le 2e face-à-face télévisé entre John McCain et Barack Obama. Mardi prochain, à 30 jours de l'élection du futur président des États-Unis. Un homme a pris la tête dans les sondages, c'est le démocrate Barack Obama.
Voilà la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo, Nathalie Riouet, 20h50, le cinéma, le négociateur avec Samuel L. Jackson et Kevin Spacey. Demain, l'information dès 6h30 dans Télématin. Vous retrouverez Sophie Le Saint et Olivier Galzi. À 13h, Élise Lucet et à 20h, David Pugelas. Merci pour votre fidélité le week-end et passez une très belle soirée. L'info en continu, c'est aussi sur France2.fr.